Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de se retrouver au Mythe pour cette seconde édition du CEFIA Toulouse. Le CEFIA revient au Parc des Expositions de Toulouse. Le salon Cœur d'usine qui fédère tous les acteurs de l'agroalimentaire propose une offre riche en nouveautés avec 350 exposants d'ingrédients PAI, équipements et procédés, emballage et conditionnement, des exposants et un plateau de conférences pour vous accompagner, vous professionnels de l'agroalimentaire, dans vos démarches d'amélioration, dans vos transitions et votre compétitivité. Avant la décarbonation demain matin, les emballages sous l'angle des 3 R jeudi matin, la séquence emploi formation jeudi après-midi, cette matinée est placée sous l'angle de l'innovation, innovation et souveraineté alimentaire. Comment valoriser les filières agricoles locales? Vous le savez, la vague inflationniste a porté au plus haut la sensibilité des Français au prix. Quid de leurs attentes en matière de transparence, de local, d'ancrage dans les territoires? Dans ce monde qui, vous le savez, est pétri d'incertitudes, elles sont plus fortes que jamais, qu'elles soient politiques, sociales et climatiques. Le nouvel enjeu, c'est bien la souveraineté alimentaire qui apparaît comme un levier clé. Allez, il suffit de lire l'intitulé de la nouvelle ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire pour le prouver s'il en était besoin. Et alors que la crise agricole couve, le dernier rapport de l'Observatoire des prix et des marges tend à montrer le rôle tampon qu'a joué le maillon de la transformation et sa contribution à limiter le choc inflationniste. Dès lors, comment les enjeux de filière, de structuration des filières peuvent participer à la fois à la création de valeur et à un juste partage de cette valeur entre les différents maillons? Pour répondre à ces vastes questions ce matin, 3 séquences. Une séquence tendance avec des interventions des sociétés Nutri Marketing et Gira. Une seconde tendance tournée vers innovation et recherche avec des interventions du pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation, de l'agence Ad-Hoc et de l'association Filec dédiée aux légumineuses et de l'école d'ingénieurs Purpan. Et puis, troisième séquence, une table ronde fera le lien entre l'affichage de l'origine et le développement, la structuration des filières agricoles. Nous essaierons de mettre en valeur des retours d'expérience et des initiatives inspirantes avec la participation du collectif En Vérité, de l'AREA Occitanie, de l'ARIA Nouvelle-Aquitaine et de la coopérative Calisol. Voilà, un riche programme pour cette matinée. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'appeler Mylène Potier, directrice ingrédients de Gira. Vous pouvez l'applaudir, merci à elle. Vous pouvez vous installer au pupitre avec la présentation que vous pouvez lancer en allant chercher votre diaporama dans le répertoire Ad-Hoc. Je profite de cette petite installation technique pour vous présenter Gira, une société de conseil en études de marché spécialisée en agroalimentaire dans différents secteurs, lait, viande, boulangerie et ingrédients. Vous êtes ingénieur à agro, docteur en nutrition humaine depuis 13 ans chez Gira. Vous avez la responsabilité du pôle ingrédients. Mylène, je vois qu'effectivement, je vais vous donner un petit coup de main sur le diaporama. Hop. Voilà, il s'agit de sortir de celui-ci. Tac. Et nous sommes bons. Voilà, parfait. Voilà le titre de votre intervention. Alors, Mylène, pour débuter, quand on parle de tendance dans l'univers des ingrédients, il faut évidemment évoquer la multitude des challenges rencontrés. Oui, donc c'est bon. Donc voilà, merci beaucoup de m'accueillir pour cette présentation au sein du CFIA. Pour démarrer cette session, donc je vais surtout vous présenter quels sont les challenges. Je vais faire un pas en arrière. Quels sont les challenges en général donc, dans le monde des ingrédients et comment on peut les traduire en opportunités pour les producteurs.
Donc les challenges rencontrés dans le monde des ingrédients, donc c'est les mêmes que dans le secteur alimentaire en général. On peut les classer en différents domaines. Les principaux, donc c'est la nutrition et la santé. Les ingrédients à répondre ont un cahier des charges très ambitieux dans ces 4 domaines qui sont la nutrition et la santé, le goût, la texture, l'apparence pour être plaisant bien sûr aux consommateurs. Les questions de développement durable, donc qui incluent l'empreinte environnementale, mais également donc, le fait de produire des ingrédients d'une manière éthique et responsable. Et bien sûr, le coût, les coûts de production qui doivent être raisonnables de manière à pouvoir proposer des prix aux transformateurs et aux consommateurs final abordables, principalement, donc on a vu donc, dans les derniers temps avec la crise inflationniste qu'on a traversé et des prix qui restent à un plateau très élevé. Pardon. Alors, si on prend le premier axe, nutrition et santé. Donc nutrition et santé, donc bien sûr je ne vais pas vous faire un catalogue exhaustif en un quart d'heure. Donc moi je suis spécialisée donc, dans les ingrédients laitiers, en particulièrement les protéines. Donc du coup j'ai choisi de m'attarder sur ce que je connais le mieux pour vous expliquer, donc la question du déficit aux protéines. Donc cette photo, donc c'est la première page d'un rapport de l'ONU, la question donc how to feed, comment nourrir 10 milliards de personnes, parce qu'en fait, donc, en effet, les prévisions de l'ONU prévoient donc, une forte augmentation de la population mondiale sur les 2-3 prochaines décennies. Donc aujourd'hui, en 2024, on est un peu plus de 8 milliards d'habitants sur Terre, et d'après l'ONU, donc d'ici 2050, on aura une croissance de la population de 1,5 milliard. On dépassera donc, on sera proche des 10 milliards d'habitants sur Terre. Donc en plus, on voit sur cette figure que la croissance de cette population mondiale se fera principalement sur les continents africains et asiatiques. Le même graphique donc, de croissance de la population, mais cette fois-ci avec les régions du monde classées selon leur niveau de développement. Donc on voit que dans les régions les plus développées, principalement donc, l'Europe, les États-Unis, la croissance de la population est très faible, voire nulle, et que cette croissance de la population va se faire principalement dans les pays moins développés. Pas dans les pays les moins développés, mais donc dans les pays donc, qui en sont encore en phase de développement. Donc concrètement, on a fait un petit travail chez GERA. Donc brièvement, la méthodologie, on a pris les prévisions de croissance démographique proposées, données par l'ONU. On a pris les calculs des besoins en protéines, c'est-à-dire les besoins minimums en protéines d'un individu selon son âge, selon son sexe, donc recommandés par l'OMS, ce qui nous a permis d'obtenir les besoins protéiques par grande région. Donc chez GERA, nous on établit donc, des estimations des consommations donc, dans le monde du lait, de la viande, donc avec des prévisions. Donc on a pris nos propres données de consommation par région de protéines issues du lait. La même chose pour les protéines issues de la viande. On a complété avec les données de la FAO pour les protéines de poisson et d'œufs, et ça nous a permis d'obtenir une consommation apparente par région de protéines animales. Et bien sûr, la différence entre ces deux blocs, ça nous donne soit l'excès de protéines ou le déficit à combler par les protéines végétales ou autres alternatives. Donc concrètement, quels sont les résultats? On aboutit au fait que les protéines animales seules parviennent à combler 57% des besoins au niveau mondial, avec une distinction selon les régions. Donc, vous voyez, donc, selon les régions qui sont sur la gauche de ce graphique, donc l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Océanie, dans ces pays, en fait, en termes de quantité, les protéines animales seules permettent de couvrir les besoins totaux en protéines des habitants. Par contre, dans les pays, dans les régions à droite, l'Asie, l'Inde, l'Afrique, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, on voit qu'il y a une différence entre les barres noires, donc le besoin, et la consommation de protéines animales. Donc il y a soit un gap, soit bien sûr, donc là on ne prend pas en compte les protéines végétales, c'est dans ces pays, une partie de ce gap est bien sûr comblée par les protéines végétales. D'autant plus qu'on sait qu'en Inde, en Asie, la part du végétal est très importante historiquement, donc c'est une grande partie de la diète dans ces pays. Mais qu'est-ce qui va se passer donc, en 2050? Donc là, c'est une figure un peu plus compliquée. Donc en 2024, on est 8 milliards sur Terre. On a abouti à un besoin en protéines de 148 511 kilotonnes. Donc on a vu 57% sont comblés par les protéines animales. Et on va faire l'hypothèse que donc, les autres 43% seraient comblés par les protéines végétales aujourd'hui.
Dans 26 ans, donc plus 1,5 milliard d'habitants sur Terre, nos besoins protéiques augmentent de 36 818 kilotonnes. D'après la FAO, on aura une faible croissance de la disponibilité de protéines animales, plus 0,6% par an, donc une croissance en termes de volume de plus 13 686 kilotonnes de protéines animales. Pour les protéines végétales, ça sera un peu plus élevé, on aura une croissance de plus 1,2% par an. Mais quoi qu'il en soit, en fait, en 2050, si on prend ces prévisions, on aura un gap de protéines à combler de 23 133 kilotonnes. Donc il y a réellement un problème de quantité de protéines à combler dans les prochaines décennies. Et 23 000 kilotonnes de protéines, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ça représente 1,3 fois la production totale mondiale actuelle de protéines issues des produits laitiers, donc tous produits confondus. Et ça représente 10 fois la production actuelle mondiale de protéines issues de pois jaunes. Donc il y a un vrai challenge à relever en termes de volume de protéines. Alors, parler de quantité, effectivement, vous avez illustré le besoin très fort, mais ça ne suffit pas. En termes de qualité des protéines, que faut-il penser ? Voilà, donc la quantité, ce n'est pas le seul challenge. Il y a bien sûr la qualité des protéines. Donc la qualité des protéines, elle est évaluée à l'aide d'un indicateur qu'on appelle le score DIAS, qui est basé sur la digestibilité et la teneur en acides aminés essentiels des protéines. Donc toutes les protéines ne se valent pas. Donc c'est typiquement ce type de score. Plus il est élevé, bien sûr, plus la qualité de la protéine est bonne. Et donc on peut voir que en général, les protéines issues du monde animal sont de meilleure qualité, ont une meilleure disponibilité et sont des protéines plus complètes que les protéines végétales, à l'exception du soja qui a un score DIAS élevé. Donc, ce qui nous amène à penser hybride. Hybride, c'est-à-dire que pour formuler des produits à base de protéines végétales, si une protéine a une déficience en un certain acide aminé, il faut penser mélange de types de protéines afin d'obtenir un mélange avec donc, une teneur en acides aminés essentiels comblée grâce au mix de plusieurs protéines. Et aussi hybride entre protéines animales et protéines végétales. On a tendance à vraiment départager les deux secteurs, alors que tout le monde n'est pas strictement vegan. Il y a énormément de gens dans la population qui sont flexitariens et qui, pour des raisons d'empreinte environnementale ou de santé, aimeraient diminuer leur consommation de protéines animales sans pour autant la stopper net. Donc en fait, pourquoi ne pas penser aussi mix protéines animales et protéines végétales ? Donc, il y a la question de la qualité, la question de la distribution de la richesse. Donc, souvenez-vous de ce graphique. Donc, la croissance de la population va se faire dans les pays les moins développés. Et on a vu aussi que c'est justement dans ce type de pays que le gap de protéines aurait tendance à être le plus fort. Donc, pensez distribution des richesses, parce qu'on a aussi tendance à penser qu'en Europe, et principalement aux États-Unis, il y a une demande pour des produits hyperprotéinés de plus en plus forte, alors que finalement, dans ces régions, la consommation de protéines est déjà suffisante. Le coût des protéines. Donc les protéines animales sont de meilleure qualité, mais forcément elles sont plus chères. Elles ont en général, par exemple pour les protéines laitières, elles ont des meilleures fonctionnalités souvent que les protéines végétales, d'où un prix plus élevé. Donc c'est tout un compromis entre qualité et prix de manière à subvenir à toutes les questions présentées dans ma première diapo. L'acceptation par les consommateurs qui est aussi un réel enjeu, puisque le consommateur, son choix, il va dépendre du prix, il va dépendre de sa culture, de sa religion, de l'éthique, de ses habitudes, de ce mode de vie, et aussi de la néophobie. La néophobie, c'est la peur des nouveaux aliments. Et donc, quand on parle d'alternatives à base d'insectes ou même à base d'algues, clairement, il y a une barrière pour le consommateur qui est peu enclin, donc pour le moment, à consommer ce type de protéines ou d'aliments. Alors, on est clair sur l'axe nutrition santé, quid de l'empreinte environnementale ? Donc l'empreinte environnementale, donc c'est aussi un enjeu, forcément. Donc ça, c'est une figure assez ancienne qui date de 2018, mais qui fait encore référence dans pas mal de
thèse sur le sujet. Donc c'est une évaluation de l'émission de gaz d'équivalent CO2 donc par type de protéines. Donc on voit que les protéines animales, bon, c'est pas une surprise, vous connaissez tout ça, les protéines animales génèrent plus d'émissions en CO2 équivalent. Cette figure est assez vieille, comme j'ai dit, donc le cas des insectes, des algues ou des protéines issues des biotechnologies, par exemple la fermentation de précision ou la fermentation de biomasse, n'apparaissent pas. Et je voudrais aussi amener votre attention sur ce chiffre. Donc pour la viande de porc, dans cette figure, on voit que les émissions de CO2 sont de 7,61 kg de CO2 par 100 g de protéines, donc 76 kg de CO2 pour 1 kg de protéines de porc. Donc retenez ça. Maintenant, donc, en fait, ces calculs, beaucoup d'instituts en font. Donc là, c'est un nouveau calcul donc, qui inclut donc, les protéines issues d'insectes et qui n'inclut pas seulement l'émission de CO2, mais aussi d'autres facteurs qui influent sur l'empreinte environnementale, donc, qui sont par exemple l'utilisation d'énergie, l'utilisation du territoire et l'utilisation d'eau. Donc on voit que voilà, les insectes auraient une empreinte environnementale plus faible que les autres types de protéines animales. Par contre, voilà, on avait retenu que pour la viande de porc, donc dans le graphique précédent, on était à 76 kg de CO2 émis par kilo de protéines de porc produites. Et là, on voit que dans une autre étude, on tombe à 37. Ce qui montre bien que le calcul de l'empreinte environnementale donc, des protéines est pas facile, puisqu'en fait, selon les sources, il y a beaucoup de méthodologies et donc la comparaison est parfois difficile parce qu'on aboutit à des résultats qui ne sont pas toujours très concordants. Et donc un dernier tableau pour illustrer cette question, donc ça c'est très récent, ça a été publié par le Parlement européen donc, en avril 2024, donc c'est un peu compliqué, mais là donc en fait c'est un tableau qui compare des sources de protéines alternatives comme les algues, les insectes, les protéines issues de fermentation microbiale et les viandes de culture en fonction de l'énergie, de l'utilisation de territoire, de l'utilisation d'eau et des émissions de gaz par rapport donc, aux protéines dites conventionnelles, donc les protéines animales classiques de lait et de soja. Donc on voit ici que voilà, les cases en vert veulent dire que ces protéines alternatives ont une empreinte environnementale moins forte que les protéines conventionnelles. Donc on voit majoritairement que c'est le cas pour ce qui est du territoire, de l'utilisation d'eau. Ça commence à être moins vrai pour les émissions de CO2, mais par contre on voit qu'au niveau de l'énergie, là c'est moins probant. Donc voilà, toutes les sources de protéines ont une empreinte environnementale plus ou moins claire. Et puis on ne peut pas dire qu'il y a une protéine qui gagne, une alternative qui gagne. Tout est affaire de discussion en fonction des calculs et des facteurs qu'on regarde. Donc après, très rapidement, pour passer donc, sur le goût, la texture, l'apparence, qui sont les facteurs essentiels pour le réachat par les consommateurs. Si un produit n'est pas bon, il va tester, mais il ne va pas réacheter. Donc on peut dire que même si des progrès sont faits, ça reste quand même le principal challenge donc des alternatives végétales. Et donc une des solutions, donc, c'est un exemple, je ne fais absolument pas de publicité pour Aminolabs, mais pareil, pensée hybride. On voit sur ce type de graphique, donc spider graph ou graphe araignée, donc c'est typiquement le type de graphique qu'on voit pour comparer dans les études sensorielles. Donc on voit par exemple en vert la protéine de lactosérum, whey protein a vraiment un score très élevé par rapport à la qualité, la texture, le goût, mais à un score nul par rapport à la présence d'allergènes, parce que c'est une protéine de lait. Par contre, donc, la protéine de riz donc, est allergène free, mais laisse à désirer par rapport aux autres facteurs. Et donc, le mix Vital Pro XP, donc, qui est un blend de protéines, permet donc d'aller chercher le meilleur de chaque type et donc de combler les lacunes de chaque type de protéines. Nutrition, environnement, goût, quid du prix, le juge de paix final? Alors le prix, donc, comme on avait vu, donc, les protéines animales donc, sont plus chères, bien sûr, mais permettent d'aboutir à une valeur dans le produit ajouté, des fonctionnalités parfois plus importantes. Donc pour... ça ne marche plus. Utilisez la flèche de l'ordinateur s'il y a un problème avec la zapette.
derniers temps. Donc du coup, pour conclure sur cette présentation, donc, on a vu que le monde des ingrédients présente plein de challenges et qu'on a toujours de nouveaux ingrédients qui apportent certaines réponses. Donc là, voici quelques titres d'articles, le fonio, le monk fruit qui viennent d'être acceptés donc, en Union européenne. Donc il y a encore possibilité de créer des nouveaux ingrédients, donc des sources laitières, le fractionnement des composants du lait se poursuit. Des nouvelles alternatives qui arrivent, les algues, les insectes, les microprotéines, c'est toujours en développement. On a une avancée des biotechnologies avec les cultures cellulaires, la fermentation de précision et de biomasse. Donc la fermentation de précision, c'est la possibilité de créer des protéines, donc par exemple laitières. Il y a beaucoup de sociétés qui sont en phase de développer ça et qui sont même en phase pilote ou en industrialisation, donc permettent de fabriquer des protéines laitières en utilisant des micro-organismes, donc d'insérer le gène dans leur ADN pour qu'ils fabriquent ces protéines issues du lait. Mais donc ces nouveaux ingrédients, ça génère aussi de nouveaux challenges. Déjà la sécurité, faut vérifier que c'est bien safe de manger ces nouveaux ingrédients, qu'il n'y a pas de problème de toxicologie, etc. La réglementation qui est très lourde. La consommation en eau, énergie, on a vu que ce n'était pas forcément évident donc, pour les alternatives. Le coût, le prix, donc pour la fermentation de précision, ces protéines, elles ne sont absolument pas à un prix paritaire par rapport aux protéines de lait pour le moment. Et l'éducation des consommateurs. Et donc, la conclusion que je voudrais amener dans cette présentation, c'est que là, j'ai dessiné donc, le monde des ingrédients animaux, le monde des ingrédients végétaux et le monde des alternatives de manière très séparée. Et je voudrais dire que, voilà, dans ces différents mondes, les problèmes des uns sont les solutions des autres. Et que, voilà, on pense chez Girac qu'il y a une tendance vers le développement de collaboration, de partenariats, de produits hybrides, et que c'est peut-être en réfléchissant de cette manière qu'on pourra relever donc, les différents challenges du monde de l'alimentation aujourd'hui. Donc, nutrition, environnement, prix et qualité organoleptique. Voilà, je vous remercie. Merci Mylène, vous pouvez l'applaudir. Pensée hybride, ça sera effectivement bien, la phrase clé de votre intervention. Vous restez avec nous pour la séance de questions-réponses ultérieure, mais pour bien, poursuivre, j'appelle Sophie de Rénal. Vous pouvez applaudir Sophie, directrice marketing de Nutri-Marketing, agence dont l'activité est centrée sur la veille de l'innovation, développement de nouveaux produits, la communication, le leitmotiv. Sophie, aider les entreprises à améliorer avec elles le contenu nutritionnel et gustatif de leurs produits, collaboratrice du CEFIA, experte en innovation, on va dire quelques mots des ateliers qui sont organisés, y compris dans très peu de temps sur l'espace innovation. L'idée, Sophie, c'est d'une part faire le lien avec la présentation de Mylène et l'enjeu du local. Est-ce que dans le monde agricole, pour regarder l'amont de cette chaîne de production des aliments, on ne vit pas des transitions, voire même une révolution susceptible de fournir des arguments pour le local? Bonjour Pierre, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Effectivement, j'ai mon atelier qui commence dans 5 minutes, donc je vais être assez brève. Oui, bien sûr, le local, c'est un enjeu. D'abord, c'est une attente très forte des consommateurs. On a vu récemment, je donne juste un exemple, avec le marché du bio qui est plutôt en train de descendre et l'agence bio qui a fait une étude auprès des consommateurs qui préfèrent une mention locale sur les produits qu'une mention bio. Évidemment, si c'est bio et local, c'est encore mieux. Mais globalement, le local est très dans les cœurs des consommateurs. D'abord, ça les rassure. Et puis, ils ont l'impression d'aider les producteurs. Et puis, voilà, c'est près de chez moi, donc c'est vraiment familier. Donc, effectivement, la transition alimentaire au niveau du local, il y a beaucoup de choses à faire. Comme l'a dit Mylène, il y a un gros challenge, que ce soit nutritionnel, environnemental, etc. Et on voit que c'est pas si simple parce qu'effectivement, on est en train de baisser nos cheptels, que ce soit laitier ou de viande, parce que les agriculteurs sont trop vieux et qu'il n'y a personne pour reprendre derrière. Et on sait que ça... Oui, bien sûr, il faut qu'on réduise notre consommation de viande pour notre santé, pour la planète, évidemment pour le bien-être animal aussi. Mais si on passe une prairie qui capte énormément de carbone, plus qu'une forêt, une prairie, si on la passe en champ de céréales, on libère tout le carbone qui est à l'intérieur, et donc ça ne nous résout vraiment pas notre problème. Donc les animaux, ils produisent du lisier, ça évite des intrants chimiques, etc. Donc il y a, comme disait Mylène, quelque chose à trouver en mixant tout ça. Maintenant, sur les filières locales, bien évidemment, c'est une question de souveraineté alimentaire aussi. Et on a
beaucoup de choses. Jusque-là, on exporte des céréales. Là, on se met à importer de la viande. On n'est plus souverain là-dessus non plus. Il y a des choses à mettre en place. Et puis, il y a beaucoup de technologies qui sont là pour aider les agriculteurs, qui sont vraiment maintenant très connectés. Les satellites, j'ai assisté à une réunion chez Google récemment et ils arrivent à vous dire du satellite sur 10 cm² de terre s'il y a besoin d'eau, s'il y a trop de pesticides, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, il y a vraiment, tous les agriculteurs maintenant sont ultra connectés, ça a beau être local. Et donc, ça les aide énormément dans leur quotidien. Ce local, du coup, ou cette connexion, ou cette intelligence artificielle, on va le mettre aussi dans le lien entre l'agriculteur et le consommateur. L'agriculteur devient aussi parfois transformateur. On voit de plus en plus de fermes qui fabriquent des yaourts, qui fabriquent des biscuits, qui fabriquent des choses directement, ils les mettent à disposition, des confitures, du miel, etc. Et puis vous avez les drives fermiers qui sont là aussi, vous pouvez aller chercher vos paniers de légumes, on les voit en ville, on les voit près des fermes, on les voit partout pour essayer de rapprocher le plus possible le monde agricole des consommateurs. Sophie, le lien avec le salon, vous avez décortiqué les innovations présentées par les différents exposants. Quelles tendances et des illustrations? Alors nous, on fait des ateliers sur les deux tendances majeures qu'on a trouvées sur le salon, à savoir le végétal, bien évidemment, mais aussi comment développer des aliments sains et durables. Parce qu'évidemment, les consommateurs veulent de la santé de plus en plus. Ils veulent avec la Covid, on a vu que la santé, c'était très important, que le monde, toutes les catastrophes climatiques qui peuvent nous impacter, 30%, ça a converti 30% des consommateurs. Quand il nous arrive quelque chose à nous, tant que ça se passe très loin, il y a un changement climatique, mais bon, tant que ça nous arrive à nous, et ça nous arrive de plus en plus, là, ça nous convainc vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, on a des consommateurs qui sont vraiment en attente d'avoir des produits plus durables, plus sains, plus végétaux aussi. Et l'idée d'ici, de ce salon, c'est, nous on dit toujours, les ingrédients nouveaux d'aujourd'hui feront les produits nouveaux de demain. Donc c'est important que les ingrédients répondent à ce challenge et d'avoir des ingrédients, des alternatives végétales ingrédients. Mylène l'a souligné, il y a un problème de goût pour les consommateurs. Il y a eu un problème sur les premières générations d'alternatives, notamment à la viande, de produits ultra transformés. Le premier steak haché, j'ai encore le droit de l'appeler steak haché, de chez Arta, végétal, donc il avait 25 ingrédients, donc par rapport à un steak haché de bœuf, voilà. Et puis, au niveau organoleptique, on a fait énormément de progrès. Maintenant, vous avez des solutions qui n'utilisent plus d'additifs chimiques. Vous avez des solutions qui... donc, on va parler de ça à 10h30 sur le stand H100. Donc, il y a des choses comme ça. Après ça, en local, vous avez par exemple Savoie Lactée qui vous propose une ricotta qui est faite avec les coproduits de la production du Beaufort. Donc c'est vraiment le Beaufort, on ne peut pas dire, il y a un peu plus local comme produit. Et donc voilà, on peut faire et ils ont des idées de fous tout le temps. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le monde des ingrédients et je me dis toujours, mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Ils ont toujours un temps d'avance. Ils répondent toujours quand c'était un problème d'inflation. On propose par exemple de la farine maltée torréfiée qui remplace une partie du cacao parce que le cacao était passé à 10 000 € la tonne, etc. Donc il y a vraiment, ils sont vraiment sur la balle et très très innovants, très très résilients. Le monde des ingrédients, franchement, pour tous les industriels de l'agroalimentaire, c'est vraiment un très grand support. Moi, quand j'ai commencé ce métier, le marchand d'ingrédients, il avait plutôt une liste en disant voilà ce que je sais faire, qu'est-ce que vous voulez là-dedans. Et maintenant, aujourd'hui, c'est de quoi tu as besoin, quel est votre problème. Ils écoutent énormément. Il y a beaucoup de co-construction pour trouver des solutions. Les ingrédientiers rentrent dans les usines et vont aider la R&D. Enfin, c'est vraiment des partenariats incroyables. Et franchement, on le voit... évidemment dans les filières locales aussi maintenant, parce qu'il y a une très forte attente de la part des industriels, mais c'est passionnant. Merci Sophie, vous pouvez l'applaudir sur ces belles perspectives. Atelier végétalisation de l'alimentation, c'est aujourd'hui et demain à 10h30 et atelier alimentation saine et durable 15h30. On comprend, vous devez vous échapper. Stand H100. Et au stand H100. Je ne vais pas vous enlever à Pierre, mais... Merci Sophie, en tout cas, pour cette intervention express, mais droit au but. Mylène, merci de me rejoindre pour la séance de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation de Mylène?
Ma première question, c'est, Mylène, on a décrit vraiment des tendances macro, effectivement, hein, qui traversent le monde des ingrédients, mais au fond, si on veut faire le lien avec les filières agricoles locales, qu'est-ce qu'en retenir? Est-ce que quand on est, je vais prendre un exemple au hasard, la filière légumineuse en Occitanie, on en parlera ce matin, ça veut dire quoi penser hybride concrètement? Penser hybride concrètement, ça va être de ne pas penser forcément compétiteur. Je suis compétiteur donc des laiteries. C'est essayer de voir, voilà, proposer des produits conjoints. C'est un peu bateau. C'est peut-être un état d'esprit d'ailleurs d'essayer de penser solution et d'aller voir chez le voisin. Donc en fait, si mon problème ne peut pas être résolu par un ingrédient issu d'une autre filière. C'est clair pour cette perspective. Y a-t-il des questions sur la présentation de Mylène, des demandes de précision? Si pas de questions... Ah si, une question dans la salle. Merci de lui apporter le micro. Est-ce qu'on a un micro pour porter? Pas de micro. Alors écoutez, c'est moi qui vous amène le micro. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Merci Pierre. Je suis Cyrielle Mazalera, je suis la coordinatrice de la filière légumineuse en Occitanie. Et alors, ce n'est pas sur les légumineuses ma question, mais vous avez donc envisagé le calcul global du gap de protéines dans le monde, mais en prenant du coup en hypothèse que les protéines animales étaient le complexe finalement attendu. Par exemple, si on sait que dans les pays occidentaux, on est en surplus de protéines animales par rapport à un régime diète méditerranéen qu'on est censé suivre, quel est du coup le réajustement de ce calcul justement vis-à-vis des protéines végétales? Alors c'est pas une question facile. Oui, non, c'est une hypothèse. En fait, c'est pour ça que je parle de redistribution des richesses. On voit beaucoup les sociétés qui vont développer des alternatives comme les algues, les insectes. Donc, souvent leur credo, c'est de dire on a besoin de nourrir la planète, il y aura un gap protéique. Mais en fait, ces sociétés, ce sont des sociétés européennes, ce sont des sociétés américaines. Et donc, voilà, il y a une vraie question de dire oui, mais c'est pas ici en fait qu'on va manquer de protéines. Est-ce que comment la richesse va se distribuer? Parce qu'en plus ces alternatives, donc il y a une parité de coûts et de prix qui va sans doute se faire avec les années, mais pour le moment. Ce sont parfois des protéines plus chères, donc que les pays qui auront besoin, qui sont en manque protéique, ne pourront pas survenir. Donc après, forcément, il y a une redistribution. Donc oui, on espère, on s'attend à ce que, de par les politiques qui sont menées, que en Europe, la part du végétal augmente. C'est ce qu'on essaye d'avoir. On espère qu'un équilibre va se faire, qu'une partie des protéines animales qu'on surconsomme vont pouvoir être distribuées aux régions où on en manque. Mais ça veut dire que c'est pas qu'une question de production, c'est aussi une question d'organisation du commerce, etc.